Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter, dont un abandon. Donc puis il y a certains livres, il n'y a pas grand chose à dire, donc ça devrait aller quand même assez vite. Donc tout d'abord, je vous présente The Mortal Instrument, tome 6, La Cité du Feu Sacré de Cassandra Clare, publié aux éditions PKJ, qui comme vous pouvez le voir est une sacrée brique. Donc ça y est, je peux enfin dire que j'ai terminé cette série. Donc on l'a lu en lecture commune avec Steph. Enfin, on l'a lu en lecture commune. On l'a commencé en LC et pour une fois il m'a tellement passionné que j'avoue que j'ai eu du mal à l'attendre et du coup elle est toujours dessus alors que je l'ai fini depuis un petit moment. Mais du coup elle est un peu moins motivée pour le lire du fait que je l'ai déjà fini. Donc Steph, si tu passes par là, désolée. Donc dans ce tome 6, on retrouve nos héros après ce qui se passe dans le tome 5, donc je vais éviter de trop dire ce qui se passe. Je vais plutôt juste me concentrer sur le ressenti plutôt que ce qu'on apprend dans ce tome 6. Donc c'est vrai que pour une fois, alléluia, l'auteur a enfin créé un tome, qui heureusement, vu que c'est une pavasse, qui a su m'intriguer du début à la fin. Déjà pour une fois, c'est la première fois que sur un tome de cette série, je ne mets pas 150, 200 pages à rentrer dans l'univers. Ce coup-ci, ça s'est fait tout seul dès les premières pages. Donc j'ai été agréablement surprise. Et dans ce tome, on suit tous les personnages. On les suit un petit peu plus chacun. Et on en découvre également de nouveaux. Donc ce que j'ai aimé ce coup-ci, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes sur leur passage. Mais l'auteur a enfin arrêté de s'acharner uniquement et directement sur Clary et Jace. C'est-à-dire que dans ce tome, chacun va en prendre pour son Graal. Alors oui, Clary et Jace seront touchés aussi puisqu'il arrive des choses à leurs proches. Mais je veux dire, ils sont plus directement ciblés à chaque fois. Et ça commençait royalement à me pomper l'air. Clairement, au bout de 5 tomes, j'avais envie d'autre chose. L'auteur a enfin su nous révéler des personnages beaucoup plus en profondeur. Qu'on arrive enfin à cerner alors qu'au final, c'était pas gagné d'avance. Vu que dans 5 tomes, on n'en apprend pas spécialement grand-chose. Pour le coup, pour la première fois, j'ai su apprécier la présence de Simon dans ce tome. Parce que si vous avez déjà vu mes points lecture ou mes chroniques sur les différents tomes, vous savez que j'ai un gros problème avec Simon et que je ne l'aime pas. Donc voilà. Donc là, j'ai apprécié de le suivre, apprécié de voir ce qui va lui arriver, les décisions qu'il va prendre, etc. Et j'ai envie de dire, ça fait du bien au bout de 5 tomes pour le 6e qui se réveille et nous montre enfin autre chose, quoi. On va en apprendre plus également sur Alex, sur Magnus, sur Isabelle, qui sont des personnages quand même assez en retrait dans les autres tomes. Et l'auteur a su créer des rebondissements et des révélations qui m'ont clairement scotché et surprise. Ce qui jusque-là m'avait, pour les autres tomes, ça ne m'avait pas spécialement passionné. J'avais rien trouvé qu'il y avait de spectaculaire ou autre. Alors que ici, franchement, j'ai passé un très bon moment. Le livre fait 800 pages. Et je l'ai torché en 2 ou 3 jours. Il y a une nuit, c'est bien simple. Je me suis dit, ouais, je vais lire 1 ou 2 chapitres maximum et je vais me coucher. J'en étais à 200 pages, à peu près 200-300 pages. Et j'ai été me coucher à 7h30 du matin ou 7h du matin, je ne sais plus, parce qu'en fait, j'ai pas pu le lâcher. En tout cas, je suis contente d'avoir fini cette saga. Et ce dernier tome est juste génial et explosif. Dommage pour moi que ça ne l'a fait qu'avec ce 6e tome, parce qu'il a fallu que je m'enfile les 5 premiers en ayant un avis assez mitigé, parce que certaines choses m'avaient plu, d'autres m'avaient royalement agacé, et je trouve dommage quelque part de n'apprécier que le tout dernier volume de la série. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu, alors là c'est en numérique, donc je vous mettrai les couvertures ici. Donc j'ai lu Cooking Drama, tome 1, Casserole et sentiments de Clara Lecor, publié aux éditions La Belle Badass. Donc d'ailleurs je remercie les éditions La Belle Badass pour l'envoi de ce service presse. Donc ici on va suivre Maggie, une jeune femme qui rêve de devenir cuisinière, mais pas cuisinière dans une cantine ou ce genre de choses, mais bien une cuisinière gastronomique. Son père travaille dans la restauration et malheureusement il n'est plus là. Les relations avec sa mère sont tendues. Elle ne peut compter que sur le véritable soutien de sa meilleure amie. Et dans ce premier tome, on va la suivre. Elle a décroché un stage pour se former et ensuite passer un examen en fin d'année chez un des plus grands chefs de la gastronomie, qui est Alistair Greclo. Donc c'est un homme froid, qui paraît insensible, qui est très à cheval sur les règles, sur les consignes. C'est un acharné du boulot qui ne laisse la place à rien d'autre au final dans sa vie. Et elle va apprendre que son rêve de cuisiner
n'est peut-être pas aussi simple qu'elle pensait. Alors certes, elle s'attendait à avoir du boulot, mais à ce point-là, pas vraiment. Et puis on peut pas dire que toutes ses collègues soient forcément sympas. Certaines sont de vrais pots de vache et vont lui créer de sacrés problèmes. Donc ce que j'ai aimé dans ce personnage, ce que j'ai aimé dans ce premier tome, ce sont les personnages qui ont chacun une personnalité très différente, qui du coup permettent d'avoir sans arrêt des petites scènes d'action là où on les entend pas spécialement. Et puis j'ai aimé la façon dont l'auteur décrit cette histoire. On a vraiment l'impression, moi qui aime beaucoup MasterChef par exemple, j'avais l'impression de lire une saison de MasterChef en fait, clairement. Et j'ai juste adoré ça. La plume est fluide, elle est entraînante. Il y a ce qu'il faut de moments un peu plus lents d'action, de rebondissement, de révélation. Et la fin de ce premier tome, même si elle peut se suffire en elle-même, je veux dire, on n'a pas un cliffhanger de fou à la fin, mais j'ai quand même bien hâte de me plonger dans le tome 2 pour découvrir la suite des aventures de Maggie. En espérant que ce soit peut-être un petit peu plus calme ou en tout cas un petit peu plus serein pour elle. J'ai ensuite enchaîné avec Les Géants de Fer, tome 1 de Yvan, je ne sais plus, publié chez Nas Éditions. De toute façon, vous avez la couverture là, donc vous verrez son nom. Donc que j'ai lu en partenariat avec les éditions Nas Éditions. Donc c'est un manga. Et là, il s'agit d'un personnage qu'on découvre sur une nouvelle planète en fait. Et ils ont un minerai qui, une fois travaillé, permet de donner une puissante énergie en fait. Donc un personnage mauvais va arriver sur la planète, veut faire régner la terreur et garder tous les bénéfices pour lui. Mais c'est sans compter sur un jeune garçon qui sera accompagné d'un petit robot. Parce que sur cette planète, les gardiens sont des robots qui sont programmés, ils n'ont aucun sentiment, aucune réaction qui vient d'eux-mêmes, tout est programmé dans leur unité centrale, sauf pour ce robot qui est une ancienne génération. Donc on va les suivre tous les deux et même si j'ai aimé leur relation à tous les deux, j'ai pas été spécialement sensible au dessin qui anime ce manga. Et pour moi dans un manga c'est assez essentiel que aussi bien l'histoire que les dessins matchent ensemble. Et puis je sais pas, on se concentre peut-être un peu trop sur le méchant de l'histoire pendant la bonne première moitié du manga, pour ensuite seulement commencer à rentrer dans le vif du sujet, des géants de fer, etc. Et du coup, je ressors avec un avis assez mitigé. Après, libre à vous de vous faire votre propre avis. Mais pour moi, ça reste un avis mitigé et je ne lirai probablement jamais la suite. Donc ensuite, j'ai lu ma première lecture pour le challenge Cold Winter. À la base, je voulais vous faire un update spécial Cold Winter. Mais je me rends compte que j'ai pas assez avancé, donc ça risque d'être compliqué. Donc c'est Les Contes de Noël de Charles Dickens, ou alors publié sous le titre Un chant de Noël. Voilà, parce qu'il y a aussi Contes de Noël de Dickens qui reprend plusieurs textes de Dickens. Or là, dans cette édition-là, moi c'est uniquement l'histoire de Monsieur Scrooge, donc d'un chant de Noël qui est repris dedans, pardon. Donc moi c'est une très vieille édition. Donc ici on va suivre Monsieur Scrooge, qui est un homme aigri, radin, acariâtre, insupportable. Voilà. Il n'a pas d'amis. La seule personne qui se rapprochait le plus d'un ami, c'était son associé, Monsieur Marley, qui est décédé 7 ans auparavant. Il lui reste un neveu avec lequel il ne veut pas avoir de contact, puisque malgré qu'il ne soit pas très riche, c'est un homme qui reste joyeux, qui voit les choses positives, qui aime les fêtes de fin d'année. En gros, qui aime tout ce que son oncle déteste alors que lui a les moyens. Il travaille avec un employé qui a une vie de famille pas facile tous les jours. Et en fait, au vu de la méchanceté grandissante de Monsieur Scrooge, son associé revient la veille de Noël sous la peau d'un fantôme qui traîne ses chaînes et ses boulets. Et lui annonce qu'il aura la visite de 3 fantômes. Le fantôme du Noël passé, le fantôme du Noël présent et le fantôme du Noël futur. Scrooge au début a beaucoup de mal à y croire jusqu'à ce que le premier esprit arrive. Donc là on va avoir un Scrooge qui va revivre certains événements de son passé qu'il avait jusque-là oubliés. Donc tout va refaire surface. Dans le présent on va lui montrer sa vie mais aussi celle des personnes qui l'entourent.
et on lui montrera son futur tel qu'il sera s'il ne se décide pas à changer une bonne fois pour toutes et de manière radicale. Donc c'est un conte de Noël, c'est un classique, hein, clairement. Il a été écrit en 1843, enfin publié la première fois en 1843. Et je pense que c'est un classique qu'on peut lire aussi bien avec les petits qu'avec les plus grands. Je trouve que c'est une magnifique histoire pour ces périodes de fêtes de fin d'année, où on se rend compte que des fois il vaut mieux ne pas avoir tout ce qu'on veut, mais être heureux, plutôt que d'avoir les moyens de tout s'offrir et au final être tout seul dans son coin. Donc ce conte nous donne un beau message d'espoir, de tolérance, de générosité à l'approche des fêtes de fin d'année. Et je trouve que à l'heure actuelle, malgré qu'il y ait 2 siècles qui nous séparent de l'histoire originale, elle est plus que jamais d'actualité et je ne peux que vous conseiller de la découvrir à votre tour si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, c'est un livre qui est très court et que je lirai tous les ans à Noël. Ensuite, j'ai lu un roman noir qui n'était pas facile à lire, qui a dû l'être encore moins à écrire, et qui est Résilience de Julia Hemptin, publié aux éditions Rebelle. Donc il faut savoir que pour l'achat de ce roman qui coûte 12,90 €, 1 € est reversé à l'association Le Refuge par exemplaire vendu. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'association Le Refuge, quelques mots dessus. En gros, c'est une association qui lutte contre l'homophobie et qui aide les personnes qui se retrouvent à la rue, qu'ils soient homosexuels ou transsexuels. Ils sont là pour les aider à se reconstruire, à avoir un toit au-dessus de leur tête, à trouver un boulot, à faire toutes les démarches administratives nécessaires et ce genre de choses. Donc je vous laisserai le lien de l'association en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc dans cette histoire, on va découvrir Vincent, un jeune homme de 19 ans, qui vient de commettre un parricide. Actuellement, il est en prison, puisqu'il a été arrêté et il a avoué le crime. Donc on va revenir sur son... En fait, on a un chapitre au présent et un chapitre au passé. Donc au présent, on va voir comment il vit sa nouvelle vie en prison et s'il s'est vraiment délivré de l'influence de son père en le tuant ou non. Et on va plonger dans le passé pour découvrir comment il en est arrivé à cet acte terrible en début de roman. Donc ce roman parle de maltraitance infantile, il parle de maladie puisque le petit Vincent en petit garçon a une maladie qui s'appelle, je sais plus. Je ne connaissais clairement pas cette maladie, et, je ne sais plus le nom, mais si je le retrouve, je vous le glisserai quelque part. Et sa maladie l'empêche d'avoir une croissance normale. Et de ce coup, il est assez affaibli, ses muscles ne se développent pas comme il faut, ses os non plus, et lui pose bien des problèmes. Son père est un homme odieux, clairement. C'est le genre de personnage qu'on a juste envie d'étriper, clairement. Je veux dire, c'est juste un enfoiré de première. Il frappe ou sa femme ou Vincent. Il le maltraite, il l'oblige à s'habiller en fille, il est raciste, il est homophobe, c'est un vrai connard, clairement. La mère fait un commerce de sexe devant le gamin sans que ça lui pose le moindre problème, elle n'a juste rien à foutre de son gamin, la seule chose qui l'intéresse c'est de récolter du pognon. Le gamin il soit à côté ou pas, qu'il voit et qu'il entende, rien à foutre clairement. Et on va suivre comment l'influence de son père sur lui et les mauvais traitements infligés par ses 2 parents vont le conduire petit à petit à l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Donc pour moi c'est compliqué d'en parler parce que j'ai peur d'en dire trop, de ne pas en dire assez. C'est des sujets quand même assez forts qui sont déployés dans ce texte-là, malgré qu'il soit très court, et quelque part heureusement parce qu'il fait 139 pages. Je ne sais pas si le lecteur aurait réussi à aller au bout de sa lecture si jamais il avait fait le double, en fait, clairement. Je veux dire, c'est court, mais on en sait suffisamment. Les détails sont assez sordides ou sanglants pour nous faire comprendre les choses. On n'a pas besoin que ce soit qu'il ait 100 pages de plus, quoi. Clairement, il se suffit très bien avec ses 140 pages. Et la plume de Julia, pour moi, est toujours aussi fluide, toujours aussi prenante. C'est vrai que
j'aime sa plume depuis son premier ouvrage et c'est vrai que j'ai pris plaisir à la retrouver, malgré que le contexte fait que elle nous raconte des choses horribles qui se passent ici, alors que j'ai plus l'habitude de la retrouver dans un genre fantastique. Malgré que j'arrête de secouer mon livre dans tous les sens d'ailleurs. Et je sais pas. Si vous êtes des âmes trop sensibles, je vous conseille pas de le lire parce que je pense pas que vous arriverez au bout de votre lecture. Maintenant, c'est un livre qu'il faudrait lire dans le sens où ce qu'on nous décrit dedans, malheureusement, c'est toujours d'actualité. Et qu'à un moment donné, une prise de conscience sur ces différents sujets serait peut-être pas plus mal. Donc voilà. Après, je ferai une chronique plus détaillée sur le blog. Si jamais vous voulez aller la voir, elle devrait arriver dans la semaine prochaine. Là, on est dimanche, je tourne aujourd'hui, je l'ai lu en début de semaine, mais pour l'instant, j'arrive pas à poser les mots en fait sur ce que j'ai envie de dire. Donc, elle n'est toujours pas publiée. Elle est en cours de préparation, mais c'est tout. Donc n'hésitez pas à checker sur le blog si jamais vous voyez la chronique arriver. Ensuite, j'ai lu un livre que je n'ai pas aimé. Il s'agit de La classe de neige de Emmanuel Carrère, publié aux éditions Folio. Donc c'est un texte intégral, hein, il fait 148 pages. Donc dans ce livre, je vais vous lire le résumé parce que de toute façon, je ne saurais pas mieux le résumer. Dès le début de cette histoire, une menace plane sur Nicolas. Nous le sentons, nous le savons, tout comme il le sait. Au fond de lui-même l'a toujours su. Pendant la classe de neige, ses peurs d'enfant vont tourner au cauchemar. Et si nous ignorons d'où va surgir le danger, quelle forme il va prendre, qui va en être l'instrument, nous savons que quelque chose est en marche, quelque chose de terrible qui ne s'arrêtera pas. Donc j'avais découvert ce livre bêtement chez Emmaüs cet été, je crois. Je m'étais dit que vu son prix, ce serait une bonne occasion de le prendre et de le lire pour ce challenge Cold Winter. Ce que j'ai fait et clairement comment dire, dans ce livre, concrètement, il ne se passe pas énormément de choses. On va suivre Nicolas, qui doit partir en classe de neige avec sa classe. Donc au début, ses parents n'étaient pas trop pour, mais on leur a conseillé de le laisser y aller, que ça lui ferait du bien, etc. Suite à un accident qui s'est produit en autocar contre un camion 10 jours auparavant et à la mort de plusieurs élèves atrocement brûlés, le père de Nicolas décide qu'il est hors de question qu'il se rende à la classe de neige en transport en commun, mais que c'est lui qui l'y déposerait. Donc on les suit, Nicolas est en voiture avec son père le dépose, il va voir la maîtresse de Nicolas et les deux moniteurs de ski qui sont au chalet, et en repartant, il oublie de laisser le sac avec toutes les affaires de Nicolas pour sa classe de neige. Donc ils vont essayer de le joindre, etc., mais il ne revient jamais avec les affaires. Et on va suivre donc du coup cette classe de neige, mais au final il ne se passe rien dedans. Rien de chez rien. Clairement, c'est un peu long parce que je vous dis, il ne se passe pas grand chose d'intéressant, clairement. Il y a des enfants qui sont malades, des enfants qui vont au ski, et encore, on a 3 lignes là-dessus. Au final, la seule chose qu'on voit évoluer, c'est vraiment la relation de Nicolas avec sa maîtresse et avec Patrick, un des deux moniteurs. Donc voilà, après, l'ambiance par contre est très glauque, très morose. Et je sais pas, elle est limite malsaine l'ambiance qu'il y a dans ce roman. Donc malgré le fait qu'il s'y passe rien, l'auteur arrive à mettre un climat qui m'a mis très mal à l'aise pendant toute ma lecture. Alors certes, il est court, mais je sais pas, je me suis pas sentie bien en lisant ce livre. Et j'avais hâte de le terminer. Donc ma chronique est déjà disponible sur le blog, donc je vous la laisserai en barre d'infos. Et après, ce que je pourrais dire, c'est que au final, le seul personnage que j'ai vraiment apprécié de suivre, c'était Patrick, le moniteur. Parce que Nicolas, si au début on a de la peine pour lui, on s'attache à lui, etc., il va vite agir et faire des choses qui pour moi n'ont pas de sens. Je ne comprends pas comment il a pu en arriver là. Et ça m'a posé d'énormes problèmes. En plus, la révélation qui est faite, qui est censée lui dire « Ah, bah en fait, c'était ça », ben moi, je l'ai vu venir dès le début, en fait. Dès le début, j'avais senti qu'il y avait un truc qui clochait. Dès le début, je me suis douté qu'il y avait anguille sous roche là-dessus et que c'était ça. Et au final, j'ai même pas eu de surprise là-dessus, quoi. Et le style d'écriture est quand même assez simple, ce qui fait qu'il permet une lecture rapide. Mais le fait qu'il arrive autant à créer un sentiment de mal-être pendant la lecture chez le lecteur, ça m'a clairement déçu, clairement déplu. Et ce livre, je compte m'en débarrasser très vite et j'espère très vite ne plus y penser. Donc voilà pour mon avis. Après, certains l'ont beaucoup aimé.
Même s'ils ont dit que c'était très particulier, certains l'ont adoré. Moi, je peux pas. Clairement, je passe à autre chose au plus vite. Ensuite, un livre que j'ai malheureusement abandonné. Décidément, j'en ai eu deux là d'affilée, c'était pas génial. Il s'agit de Anna et le Père Noël de Jacques Mazot, publié chez France Loisirs. Donc, c'est dans cette histoire, on va suivre une petite fille qui aime se raconter des histoires. Je veux dire, quand ses parents lui disent une histoire le soir, c'est en général, elle finit toujours par les interrompre et partir sur une autre histoire. Au final, c'est les parents qui écoutent l'histoire. La veille de Noël, sa mère lui apprend que son père est parti, qu'il les a laissés, mais la petite fille refuse d'y croire et et se dit qu'il a dû partir chercher le Père Noël pour couvrir sa fille de cadeaux, bien sûr, non, de cadeaux. Elle décide donc d'en parler à Kalinou, son ours en peluche, qui est son confident, et avec qui elle a des longues conversations. La petite fille s'endort et rêve d'aventure avec donc Kalinou, son ours en peluche, mais beaucoup d'autres jouets qui se trouvent dans un magasin de jouets dans la ville. J'en suis arrivée à la page 54 sur 118. Et clairement, je me suis ennuyée au possible. Donc moi qui adore les histoires pour les enfants sur Noël, etc., qui sont toujours pleines de magie, pleines de bons sentiments, pleines de rêves, pleines de petites étoiles dans les yeux, ici je me suis clairement ennuyée. Arrivée à la moitié du livre, j'ai stoppé parce que tout simplement, je n'accroche pas ni à la petite fille, ni à l'univers, ni à la façon dont l'histoire avance. Donc j'ai préféré abandonner pour passer à autre chose, et puis c'est comme ça. C'est pas grave, je vais m'en débarrasser aussi de celui-ci qui, en plus, est dans un assez bon état, quoi, clairement. Et je suis un peu déçue de ne pas avoir aimé parce qu'il me faisait bien envie et au final, je suis passée à côté. Après, je pense que c'est une histoire qui peut plaire aussi aux petits. J'ai vu que certains adultes l'avaient lu dans le challenge Cold Winter. Donc apparemment, ils ont bien aimé, mais moi, ça l'a pas fait, donc voilà. Après, si vous le trouvez, n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion, si vous pouvez l'emprunter. Mais moi, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu un service presse reçu grâce à Juno Publishing que je remercie. Il s'agit du Silence dans la nuit, tome 1 et 2 d'Erin E. Keller. Donc, c'est une nouvelle, hein. Je veux dire, le roman fait 65 pages. Donc, j'avais déjà lu l'an dernier Le Silence dans la nuit, tout court, qui faisait une petite trentaine de pages. On rencontrait un homme, Pete, qui avait trouvé un boulot de Père Noël dans la rue, devant les grands magasins, etc. Et qui faisait la rencontre d'un jeune homme du nom de Lucas, qui, pour des raisons que je vous laisserai découvrir, se retrouve sans domicile fixe, à ne pas pouvoir trouver de travail tout simplement parce qu'il est sourd et muet, et que du coup, les gens ne veulent pas l'engager. Donc on va suivre la rencontre de ces deux hommes que tout oppose et qui pourtant... avec le contexte de l'approche des fêtes de fin d'année qui s'approchent à grands pas, vont apprendre à se découvrir, etc. Donc c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé cette première nouvelle l'an dernier. Mais je sais pas, il me manquait quelque chose. J'avais pas envie de les quitter tout de suite. J'aurais bien aimé continuer encore un petit peu avec Pete et Lucas. Et j'étais déçue que ça s'arrête aussi au bout de si peu de pages au final. Donc quand j'ai su que Erin E. Keller avait décidé de faire une petite suite, j'étais juste aux anges. Et du coup, je me suis empressée de le demander à Juno Publishing pour lire la suite de leurs aventures. Donc du coup, la première nouvelle dans ce texte est donc celle que j'ai connaissée de l'an dernier. Et la deuxième, on les retrouve un an plus tard, un an après leur première rencontre, pardon. Donc la première, c'est celle qu'on connaissait déjà. Et sur la deuxième, on les retrouve un an après leur première rencontre, voir l'évolution de leur vie, de leur carrière, de leur relation à tous les deux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette suite. Après, c'est vrai que j'aurais toujours préféré qu'il s'agisse d'un roman plutôt que d'une nouvelle, parce que c'est vrai que je me suis attachée aux deux personnages pourtant si différents, mais qui se comprennent et qui se complètent tellement bien. Et si un jour elle décide d'en faire un roman, je crois que je serai la première à me jeter clairement dessus. Donc voilà, mon avis ne devrait pas tarder non plus sur le blog. Peut-être même que quand la vidéo sera postée, il y sera déjà.
Et pour finir, je vous montre ma lecture en cours. Donc là, je vous montre ma liseuse pour une fois. Donc il s'agit de Chasseuse de lune, tome 1, l'éveil de la sorcière, pardon, de R. Eve, publié chez Livre. Donc là, j'en suis à 12%. Je l'ai commencé un petit peu avant de tourner les vidéos. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc c'est un univers fantastique où règne la magie, différentes catégories de créatures, ce genre de choses. Et ça me semble bien prometteur, en tout cas pour la suite. Donc de toute façon, quand j'aurai fini la vidéo, je vais m'y replonger avant de les monter. Donc voilà, après je sais pas encore. Si, je vous montre mon autre lecture en cours, pardon, j'en ai une autre et je vais lire. Donc ma seconde lecture en cours, qui est une lecture papier, il s'agit de La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit, de Julie Grete, publié aux éditions Jourdan. Donc par contre dans ce texte, enfin dans ce livre, il fait à peu près 247 pages. Et j'ai trouvé que la façon qu'a l'auteur d'aborder les contes et la façon de nous raconter son histoire est juste génialissime. Donc en fait là on se retrouve par rapport à ce que j'ai lu, hein, sachant que j'ai lu 30 pages seulement. Hein, je l'ai commencé hier soir. Et puis après je me suis dit que ce serait peut-être temps que j'avance d'abord dans mes services presse. Donc je l'ai posé et j'ai pris mon service presse. Mais dès que mon service presse est fini, je pense que je finis d'engloutir ce livre très rapidement. Donc l'auteur a décidé de nous raconter l'histoire d'un point de vue particulier, puisqu'on se retrouve au paradis. On peut faire des séminaires au paradis, et c'est Walt Disney qui crée un séminaire sur ses propres contes, sur son œuvre, sur ce qu'il a voulu faire, et sur son œuvre qui continue après sa disparition. Donc voilà. Donc on a aussi des petites choses bien sympathiques, comme par exemple déjà, ça c'est mon marque-page, j'ai décidé de la faire plastifier et de m'en servir comme marque-page. Donc je suis aux anges. Là on a des dessins par exemple, comme ceci. On a des petites annotations comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, concernant les œuvres de Walt Disney dont on nous parle. Et on a aussi, voilà, par rapport, là on a entre autres Charles Perrault, les frères Grimm, ce genre de choses. On a des petits encadrés sur les autres personnes qui ont mis les contes au goût du jour et qui ont permis à tant de monde de les découvrir. Donc je pense que cet ouvrage est parfait pour tous les fans de contes ou de Walt Disney en lui-même. Je prends plaisir à le lire. C'est vrai que je pensais lire un petit peu, un peu comme Kiki Sivukin, qui l'a commencé, qui pensait lire un chapitre 2 de temps en temps, et qui en fait l'a englouti. Et en fait c'est vrai que hier j'avais plus envie de le poser, mais je l'aurais bien dévoré dans la soirée. Bon après il faut se faire une raison, et je me dis au moins comme ça je fais un peu durer le plaisir, parce que je sens que je vais être triste une fois qu'il sera fini. Donc voilà pour mes lectures en cours. Mais de toute façon ces deux lectures je vous en reparle dans tous les cas très rapidement. Alors en vidéo je sais pas, parce que j'ai beaucoup de vidéos de tournée qu'il faut absolument que je vous publie au mois de décembre. Donc il se peut que du coup au lieu d'avoir au lieu d'avoir 2 vidéos, une le mercredi et une le dimanche pour le mois de décembre, vous allez en avoir 3 minimum par semaine. Donc une le mercredi, une le vendredi, une le dimanche. Et si vraiment j'ai trop de vidéos et que je n'arrive plus à m'en sortir, il se peut qu'il y ait une semaine où il y en ait une 4e, parce que là clairement j'en ai beaucoup qu'il faut que je publie justement avant la fin de l'année, et je n'ai pas du tout la moindre idée de comment je vais pouvoir copier autant de vidéos. En final, il reste quoi? Il reste une quinzaine de jours, donc ça va être compliqué. Après il y en a certaines que je vais peut-être pouvoir décaler début janvier, mais je vais pas pouvoir en décaler beaucoup, donc attendez-vous à être un peu inondé de vidéos sur la chaîne pour ces prochains jours. N'hésitez pas également à me dire quels sont les livres que vous avez demandé au Père Noël cette année, parce que je serais bien curieuse de voir ce que vous avez demandé pour les fêtes de fin d'année. Ça me donnera peut-être des idées. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, de belles lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!